On se retrouve aujourd'hui pour parler de mon accouchement libre, mon enfantement autonome, mon accouchement non assisté. Il y a plein de termes différents pour parler de ça. Pour vous faire un peu l'historique, pourquoi j'ai pris cette décision. J'ai accouché de ma première fille en structure hospitalière et ça a été un événement très traumatisant. Je m'étais beaucoup renseignée pendant cette première grossesse et je savais que je voulais un accouchement physiologique. Et j'avais déjà compris que à l'hôpital, c'était pas le lieu idéal dans le sens où c'est très difficile d'avoir un vrai accouchement physiologique à l'hôpital, mais j'avais encore des peurs et on pourra parler des peurs dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Donc je savais que je voulais quelque chose de physiologique parce que c'était le plus sécuritaire selon moi. Donc pas de péridurale, pas de déclenchement, le moins d'intervention possible, mais je voulais être à l'hôpital. Ça s'est très mal terminé et dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous raconte cet accouchement-là dans une autre vidéo. Et donc, lorsque je suis tombée enceinte de ma deuxième fille, il était clair pour moi que je n'allais pas accoucher à l'hôpital, que j'allais accoucher chez moi. Mon compagnon était complètement d'accord avec ça parce qu'il avait lui aussi été très traumatisé par la naissance de notre première fille. Et donc, en tout début de grossesse, j'ai cherché à trouver une sage-femme libérale qui fasse ses accouchements à domicile. Moi, j'habite à Paris et donc c'est relativement facile à trouver, mais c'est pas du tout le cas quand on habite un peu au milieu de nulle part en France, ou même il y a plein de villes dans lesquelles il n'y a pas vraiment de sage-femme libérale. On pourra aussi se parler de ce sujet qui est dramatique. Il y a une vraie chasse aux sorcières et les sages-femmes qui choisissent d'être libérales et de faire les accouchements à domicile, elles doivent payer des assurances à un prix exorbitant. Enfin, c'est vraiment travailler dans des conditions, voilà. Mais donc, j'ai cherché une sage-femme à domicile et ça a été très difficile. J'en ai rencontré 4 et tous ces rendez-vous se sont pas hyper bien passés. Ma date de terme présumée, c'était aux alentours du 20 août. Aux alentours du 20 août, les sages-femmes, elles sont pour la plupart en vacances. Ce qui est normal, elles prennent des vacances. Je trouve que c'est pas ouf qu'elles prennent toutes leurs vacances au même moment, mais elles ont bien le droit. Donc effectivement, moi, le nombre de sages-femmes qui seraient potentiellement disponibles pour m'accompagner était restreint. J'ai rencontré une sage-femme qui était la sage-femme d'astreinte, qui restait disponible au mois d'août. Et cette sage-femme, quand je l'ai rencontrée, donc c'est un rendez-vous d'1 heure, on a eu une consultation, je cherche mes mots, on va juste dire désagréable. C'est-à-dire que pendant 1 heure, elle m'a débité tout son discours sur ce que c'est que l'accouchement, comment ça se passe quand c'est à domicile, les questions un peu pratiques de il faut pas habiter plus haut que le 3e étage sans ascenseur, enfin je sais pas quoi. Elle m'a expliqué un peu le suivi, procédure tout au long de la grossesse, etc. Et au bout d'1 heure, cette sage-femme, en gros, se lève et va pour me raccompagner à la porte. Et je lui dis, mais en fait, est-ce que je peux vous poser des questions ? Et en fait, rien que ça... Et en fait, ce qui est terrible, c'est que cette sage-femme, elle est assez connue à Paris, dans le milieu des naissances à domicile, puisque il n'y a pas beaucoup de sages-femmes qui le pratiquent. Donc, de fait, celles qui le pratiquent, elles sont connues. Mais celle-ci, les gens en parlent beaucoup. Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'elle peut ne même pas me demander si j'ai des questions ? J'ai trouvé ce rapport assez difficile, donc très infantilisant. Mais ça, c'est sûr que de toute façon, en France, on est complètement infantilisé dans quasiment tous les domaines, mais alors le domaine médical encore plus, obstétrical encore plus, surtout qu'on est une femme et c'est très misogyne, bon voilà. On pourra s'en reparler si vous voulez aussi. Plein de vidéos à faire, dis donc. Mais effectivement, je me suis sentie complètement déresponsabilisée, infantilisée, voilà. Et donc, quand je lui demande si je peux lui poser des questions, elle me dit « Ah bah oui, c'est quoi vos questions ?» Donc moi, j'avais des questions précises. Est-ce que vous m'accompagnez si je dépasse les 42 SA ? Bon bah la réponse était non. Est-ce que vous me laissez tranquille pour mon placenta s'il met plus de 30 ou 45 minutes à sortir ? Est-ce que vous êtes prête à laisser tranquille tant qu'il n'y a pas de saignement, de signes d'infection ? Et la réponse était non. Et en fait, il n'y avait pas vraiment d'ouverture. C'était non. Et donc ça, pour moi, c'était très problématique. Parce que moi, je me renseigne sur ce que c'est que la physiologie, je me renseigne sur ce que c'est que l'accouchement, la grossesse, les risques, et j'écoute des récits d'accouchement alternatifs, donc, qui se passent différemment de ce à quoi on est habitué. Donc j'écoute des récits d'accouchement. J'écoutais à l'époque, pendant ma grossesse, des récits d'accouchement libre, donc seul chez soi. Donc des femmes qui témoignaient, moi mon placenta il a mis 8 heures à sortir, mais j'avais pas de saignement, j'avais pas envie, on était bien, enfin voilà. Moi j'ai accouché à 43 SA plus 4 jours et mon bébé allait parfaitement bien, j'allais parfaitement bien, etc. Donc moi, je savais que tout ça, c'était des réalités et je comprenais que par ailleurs, toutes ces histoires de dates limites, de temps limite, etc., ce sont des questions de protocole parce qu'il y a des études qui montrent que au-delà de 30 à 45 minutes, si le placenta n'est pas sorti après la naissance du bébé, il y a un risque d'hémorragie qui augmente. Au-delà de 42 SA, il y a un risque de bébé mort-né qui augmente. Mais en vérité, quand tu creuses les études, c'est pas exactement ça le point. Typiquement, pour la question de bébé mort-né, le risque que ton bébé soit mort à la naissance, il augmente à partir de 32 SA. Bon, on va pas faire naître les bébés à 32 SA, ce serait absolument débile. Ce qu'on comprend, c'est qu'en fait,
42 SA, c'est une date arbitraire qui a été décidée par les gynécologues, les obstétriciens, parce que eux considèrent qu'il fallait mettre une date, mettre un point, une limite quelque part, et donc eux ils l'ont mis à 42 SA, mais en vérité, potentiellement il y a plein de bébés qui ne sont pas prêts à naître à 42 SA, et moi je pense, et j'en parle dans un épisode de mon podcast L'ovaire du décor, que vous pouvez écouter gratuitement sur Spotify, Deezer ou Apple Podcasts par exemple, j'en parle dans l'épisode qui s'appelle La date de terme je crois, mais en gros, tous ces bébés qu'on déclenche là, et qu'on doit ranimer, qui vivent mal l'accouchement, qui vivent mal l'ocytocine de synthèse, etc., peut-être que c'est juste parce qu'en fait ces bébés ils n'étaient pas prêts à naître. Mais ça ce sont des questions qu'on ne se pose pas, et ce sont des questions qui sont difficiles à poser aussi parce que c'est pas un domaine en fait où tu peux te dire ah ok cet accouchement il s'est pas bien passé, bon tiens hop on rétropédale et on va faire autrement maintenant avec cette même personne, avec ce même bébé. On peut pas faire ça, c'est impossible. Donc c'est aussi en ça que les études dans le domaine de l'obstétrique, moi je trouve qu'elles ont des limites. C'est-à-dire que oui, ces études, ces chiffres, ces statistiques montrent quelque chose qui veut dire quelque chose sur ces personnes précises. Mais potentiellement, ça ne peut pas s'appliquer à moi et mon bébé en cet instant T. Bon bref. Donc, moi, je m'éduque, je m'informe sur tous ces sujets, et je sais que, et donc je parle à ce moment-là, quand je suis enceinte de ma deuxième fille, je sais que je veux faire des choix qui me soient propres. Et je me rends compte que les sages-femmes, peut-être qu'elles vont pas me laisser faire mes propres choix. Donc je rencontre cette première sage-femme, je rencontre une autre qui était un peu plus sympa, mais qui était aussi tenue par les protocoles et qui de toute façon n'était pas disponible au mois d'août. Une autre, et en fait, la dernière que je rencontre, elle est pareille, elle est tenue par ses protocoles. Je la trouve un peu infantilisante dans sa manière de s'adresser à moi, mais elle a un côté où j'ai l'impression qu'elle fait plus preuve de bon sens. C'est-à-dire qu'elle me dit pas texto, je suis prête à attendre plus de 45 minutes si ton placenta n'est pas sorti, mais elle me dit, on peut faire preuve de bon sens au moment d'une naissance. Et ça, je me dis, bon, peut-être que ça vaut le coup. Elle me dit, parfois les protocoles, on peut les adapter. Et moi, je crois à ça. Donc, je choisis de faire mon suivi de grossesse avec cette sage-femme-là parce que je comprends que de toute façon, en vérité, je n'ai pas le choix. Toutes les sages-femmes sont comme ça, infantilisantes, déresponsabilisantes et tenues par leur protocole. Et encore une fois, je comprends ça, qu'elles soient tenues par leur protocole parce qu'elles ont des problèmes d'assurance. Il y a un problème aussi de responsabilité. On leur fait porter toute la responsabilité alors que c'est pas censé être à elles d'avoir la responsabilité. Enfin, c'est moi, personne enceinte, qui suis censée avoir la responsabilité de mon corps, de mes choix, de mon bébé. Mais ça, c'est quelque chose qu'on nous retire dans notre société. Donc je comprends. Elles ont la responsabilité, donc pour elles, c'est trop compliqué de faire à leur sauce ou à la sauce de la mère. Donc je comprends. Sauf que c'est pas parce que je comprends que je veux adhérer. Donc je continue mon suivi de grossesse avec elle en me disant ce serait bien que je trouve une autre solution parce que j'ai pas du tout envie qu'elle soit présente à mon accouchement parce que je sens bien au fur et à mesure des consultations, au fil des mois, qu'elle a ce discours très infantilisant, j'aime pas trop la manière dont elle me parle, etc. Et je me dis j'ai pas envie que cette personne soit présente à mon accouchement. Donc je me renseigne sur ce que c'est que l'accouchement autonome, je cherche en parallèle une doula parce que j'avais trouvé une doula pour mon premier accouchement. Pareil, j'en avais rencontré 4 et il y en avait aucune que je trouvais cool, et donc à la dernière je m'étais dit ça doit être moi le problème. Donc tant pis, on va travailler avec celle-ci, et au final elle avait été horrible. Bref, mais je sens quand même que la doula c'est une aide et un soutien hyper précieux. Et donc je me dis, je veux trouver une doula. Donc je regarde un peu sur Instagram, je contacte une personne dont j'adore le contenu qui s'appelle Naissance Souveraine. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder ce qu'elle fait. Elisabeth. Elle me dit qu'elle est en Bretagne, mais elle me donne le contact d'une doula qui officie à Paris, et dont elle me dit que c'est une super personne. Je contacte cette doula, je trouve son site internet, je la contacte, et on s'appelle. Et donc on a une première conversation par téléphone, peut-être d'1h30, 2h, absolument incroyable. Et donc je lui explique mes difficultés de trouver une sage-femme qui m'infantilise pas, etc. Mais je veux accoucher chez moi. Et elle me dit d'une manière tellement naturelle et tellement belle, elle me dit, et tellement simple, elle me dit, mais et t'as pas envisagé la question de l'enfantement libre chez toi, Et moi je me dis, je sais pas, j'osais pas trop y réfléchir, mais si, bien sûr, je sais que ça existe, mais je sais pas si c'est pour moi, etc. Et elle me met pas du tout de pression, elle me dit pas du tout de réfléchir à ça, mais elle me dit, je sais pas, c'est juste une option qui existe de ce que tu me racontes, je sais pas, peut-être que c'est mieux pour toi. Et donc, on s'arrête un peu là, et donc ensuite je l'ai vue tous les mois ou toutes les 3 semaines, non, tous les mois. C'est une personne absolument incroyable, que je continue à voir aujourd'hui, j'ai accouché il y a 2 ans et demi presque, et aujourd'hui on travaille ensemble dans les naissances, dans le domaine des naissances, on fait beaucoup de salons de conversation, pour faire un peu évoluer le système et puis ce qui se passe dans l'environnement à Paris, en région parisienne, de tout ça. Mais donc le fait est que on se voit tous les mois et je chemine et je me dis mais en fait c'est ça que je veux. Je veux accoucher seule chez moi, avec cette personne, mais sans autorité médicale, et avec mon conjoint. Et en fait, je chemine, et en fait, je me rends compte que je chemine un peu toute seule, sans en parler à mon mec. Et un jour, je lui dis un peu comme ça, non mais de toute façon, on va accoucher tout seul et ce sera super. Il me dit, what ? Et donc là, on s'est un peu disputé.
Et je pense que c'est un autre sujet qui est hyper important à aborder, et on pourra le faire dans une autre vidéo si vous voulez, mais si je veux pas que cette vidéo soit trop longue, il faut que je sois efficace. Mais on s'est beaucoup disputé, et en gros, je lui expliquais que je m'éduque, je m'informe, je suis sachante sur ce sujet, et que, en plus de ça, c'est mon corps. Et que donc, il n'a absolument aucun droit de me dire quoi faire avec mon corps, ce d'autant plus que lui, il vit juste avec son petit formatage, ses petites croyances limitantes, et qu'il ne fait même pas l'effort de se documenter comme je le fais. Mais donc effectivement, il me dit, moi l'accouchement à domicile, sans assistance médicale, ça me fait peur. Et donc je lui dis, le problème, c'est que si demain je suis encore traumatisée par le personnel médical, si on doit encore me faire subir des choses, en fait c'est mon corps. C'est pas toi qui va être traumatisé dans ta chair, parce que oui, il a été traumatisé du premier accouchement, mais c'est pas lui. C'est pas à lui qu'on a fait une épisiotomie, c'est pas à lui qu'on a fait une révision utérine à vif. Enfin, voilà. Donc à un moment donné, faut remettre l'église au centre du village. Le village, c'est moi. Bon, et donc oui, vous pouvez vous dire, c'est aussi son enfant, lui aussi il est présent, lui aussi il a la voix au chapitre. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, et on a le droit de pas être d'accord. Le fait est qu'on a cette conversation, et donc je lui présente ma doula. Elle vient à la maison un jour où il est présent aussi. Et en fait, ce qui a changé la donne, c'est que cette doula, elle a un passé d'infirmière. Et donc aujourd'hui, elle ne pratique absolument plus ça. Elle n'est plus infirmière, et de toute façon, elle n'aurait pas le droit. Mais le fait qu'elle ait des connaissances médicales, ça a rassuré mon conjoint, et il me disait, si cette doula est présente à la naissance de notre fille, je suis ok pour que ça se fasse comme ça. Donc ça, je peux vous dire que cette bataille de gagner, ça a changé ma vie quoi. Donc effectivement, on se prépare doucement, on loue une piscine d'accouchement qu'on soit à la maison. J'avais essayé pour mon premier accouchement, ça m'avait pas du tout aidé, je m'étais coincée dans une position et c'était horrible, j'avais des douleurs mais atroces, enfin vraiment j'avais pas du tout aimé, mais je m'étais dit, tellement tout le monde dit que c'est super la piscine d'accouchement, bah ça se trouve moi aussi ça va m'aider à ce deuxième accouchement. Donc on l'avait quand même loué. Je vous passe les détails du suivi de grossesse et de ma sage-femme qui m'a obligée à m'inscrire à la maternité. Encore que non, je vais vous raconter. Je vais vous raconter parce qu'il y a des anecdotes qui sont importantes, je pense, à comprendre aussi pour mon contexte. Donc je me suis inscrite dans cette maternité qui est soi-disant maternité hyper physiologique, a mis des bébés, tout ce que tu veux. Pour moi, ça, c'est du vent. Hein. Quand j'ai été les voir et que je leur ai dit que donc j'étais, je sais pas, moi, peut-être 6 mois, 7 mois de grossesse, pour m'inscrire au cas où, et que je leur dis, moi, par contre, je ne fais pas d'échographie du 3e trimestre. Ah, mais pourquoi vous voulez pas d'échographie du 3e trimestre ? Bah, je leur dis, moi, pour ma première grossesse, on m'en a pas fait. J'étais aux États-Unis. On m'en a pas fait. Je vois pas pourquoi on m'en ferait. En plus, parce que, enfin voilà, j'ai une grossesse parfaitement normale. En plus, l'échographie du 3e trimestre, c'est un coup à me trouver une suspicion de macrosomie, suspicion de petit bébé RCIU, suspicion de liquide amniotique faible, je sais pas quoi. Que des trucs qui sont des suspicions et qui sont générateurs d'angoisse, de stress. Moi, je ne veux pas ça. Et j'ai le droit, en fait, de ne pas vouloir ça. Et donc, la sage-femme que j'avais vue à la maternité m'avait dit, bon, bah, je le note dans votre dossier et je pense que on va vous rappeler parce que c'est quand même pas très courant en France et c'est important qu'on en parle. Donc, infantilisation, comme d'habitude, c'est pas comme si j'étais pas habituée, mais enfin, je trouve ça toujours douloureux d'être toujours, genre la mauvaise élève, genre je note dans ton carnet de correspondance que tu veux pas suivre les règles, quoi. Et donc, effectivement, la directrice de l'hôpital, de la maternité, m'avait appelé quelques jours plus tard, on avait passé une demi-heure au téléphone où je lui disais juste, mais en fait, j'ai pas envie. Je ne veux pas de 1, de 2. Je peux vous ressortir toutes les études qui montrent que les échographies du 3e trimestre, elles sont génératrices d'erreurs, de faux diagnostics, et moi, je ne veux pas ça. Point, en fait. Foutez-moi la paix. Et la directrice de la maternité, elle était mais offusquée. Et elle m'a hyper mal parlé. Donc ça, c'était très désagréable. Et ensuite, j'ai eu un rendez-vous avec l'anesthésiste. Et donc ça, c'est pareil, il faudrait qu'on se parle du rendez-vous avec l'anesthésiste. Mais après, je vais plus avoir le temps. Ou alors si, on se dit que cette vidéo, c'est juste pour raconter la grossesse. Et je vous ferai l'accouchement dans une deuxième vidéo. Donc l'anesthésiste, donc déjà, moi, j'avais dit à ma sage-femme libérale qui me suivait pour mon accouchement à domicile, je ne veux pas rencontrer d'anesthésiste. Ça ne sert à rien. Et j'ai pas envie de quelqu'un qui me dise ah bah vous allez voir, vous allez changer d'habit, je sais pas quoi, comme ils font tous. Et elle m'avait dit, écoute, c'est politique. Il faut que tu le fasses comme ça, ton dossier, il est tout propre, et si demain, il faut te transférer, tu vas être bien reçu, parce que sinon, il risque d'être méchant avec toi. Alors ça déjà, est-ce qu'on peut se rendre compte d'à quel point c'est pas normal de se dire que si tu rentres pas dans les cases, tu vas être maltraité ? Enfin, je sais pas. Enfin, je trouve que c'est hyper malsain.
Bon, après 1 heure de discussion où vraiment on s'est disputé avec ma sage-femme, je lui disais mais tu ne comprends pas en fait, je ne veux pas faire ça. Et elle me disait mais il faut que tu le fasses. Donc bref, j'ai fini par aller voir l'anesthésiste et ça a été un rendez-vous horrible. C'est-à-dire que, bah non, mon dossier n'était pas complet. Bah non, parce que j'avais pas fait l'échographie du 3e trimestre, parce que j'avais refusé de faire le test de glycémie, parce que je sais pas quoi. Donc il avait été absolument infect. Mais quand je dis infect, c'est-à-dire que je suis sortie du rendez-vous, donc évidemment en pleurant, mais la dernière chose qu'il m'a dit avant que je parte, c'était « Là, dans l'état actuel des choses, je ne peux pas donner mon accord pour que vous accouchiez à la maison. » Mais en fait, tu crois que t'es qui ? Tu crois que t'as quoi comme droit sur moi pour dire si j'ai le droit de faire ce que je veux de mon corps ? Et donc je rappelle, dans une maternité, amie des bébés, hyper physiologique, je sais pas quoi. Donc vraiment, on nous fait croire des choses. On nous fait croire que ces maternités-là, elles sont super, c'est pas vrai. Vous restez infantilisés. Bon bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de mon accouchement. Et donc effectivement, je sors de là en pleurant et il me dit « Vous revenez me voir dans 2 semaines, je sais pas quoi », donc je prends rendez-vous. Parce que je suis encore mauvaise élève, mais je continue à rester dans le système parce qu'on m'y oblige. Donc je dis, bon bah ok, je vais prendre rendez-vous. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc on avait rendez-vous, je peux vous le dire, le 17 août. Et donc le 17 août, c'était un mardi. Et en fait, le week-end du samedi 14, dimanche 15 août, on est parti en Normandie avec mon conjoint, juste pour le week-end, en se disant, de toute façon, moi je suis prévue pour dans 2-3 semaines, là, donc ça va aller. On peut bouger, je vais pas accoucher sur la plage. Mais parce qu'il faisait tellement beau, on s'était dit, on va passer le week-end à la mer avec ma première fille. Et donc on a passé un super week-end, j'ai fait le plein d'ocytocine, c'était vraiment... j'étais hyper heureuse, j'ai vraiment un souvenir de ce week-end et vraiment, encore jusqu'à aujourd'hui où c'était un super week-end. Il faisait hyper beau, on mangeait des glaces, on était à la mer, on se baignait, Donc on rentre le dimanche soir, le lundi se passe comme ça et en fait je comprends. A posteriori, j'ai compris que ce jour-là, j'avais un peu des contractions. Et dans la nuit du lundi au mardi, je me suis réveillée à 4h30 du matin avec des contractions. La suite dans une 2e vidéo.